Bonsoir, heureux de vous savoir nombreux à ce rendez-vous du dimanche. L'équipe du dimanche pilotée ce soir par Dieudonné Amonto. L'essentiel de l'actualité de la semaine, reportage, analyse. Nous parlerons du 21e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons d'infortune. Nous parlerons également du 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Et puis il sera aussi question du G5 Sahel et de lutte contre le terrorisme. Vous le savez, un sommet extraordinaire des pays du G5 Sahel s'est tenu ce dimanche à Niamey, au Niger. Le 7 Info, c'est parti. Deux invités ce soir, les analystes Siaka Koulibaly et Lionel Bilgo. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci donc de répondre à notre invitation. Il est mort pour la liberté, pour la bonne gouvernance et pour la justice sociale. 21 ans maintenant que le journaliste Norbert Zongo et ses compagnons d'infortune ont été assassinés. Le 21e anniversaire de ce triste événement a été marqué cette semaine. Le même rituel dure depuis 21 ans. Pendant 21 ans, à crier à corps, justice a été réclamée pour lui et ses compagnons. Que des gerbes de fleurs ont séché pour la même soif de justice exprimée par les organisations de la société civile. Les lignes ont souvent bougé et se sont aussi dérobées quelquefois. 21 ans après, le crime de sang de s'appuie. Le président français est vu comme l'un des derniers obstacles à la manifestation de la vérité. Sur le chemin de la vérité pour Norbert Zongo et ses compagnons d'infortune se trouve le dossier de l'extradition de Paul François Compaoré, le petit frère de Blaise Compaoré, suspect sérieux dans l'affaire. Le peuple a trop attendu et chaque dirigeant doit maintenant clarifier sa position, y compris le président français Emmanuel Macron. La justice française a fait sa part. Il appartient à Emmanuel Macron de tenir ses promesses faites à Ouagadougou. Emmanuel Macron doit aujourd'hui clarifier sa position parce que ça n'a que trop duré la prise de ce décret. Un décret, ça ne prend pas un an pour être signé. Donc moi je pense que s'il n'y a pas une mauvaise foi quelque part de la part de M. Emmanuel Macron, ce décret aurait pu en tout cas être pris et que ce 20e anniversaire que nous sommes en train de commémorer là, on allait certainement être sur le champ d'autres procédures. Il n'y a plus d'obstacles au plan judiciaire si ce n'est pas des arguties politiques. Fervent défenseur de la liberté, chaque commémoration est l'occasion de dresser à Norbert Zongo la situation sur la lutte pour l'acquisition des libertés publiques. Au Burkina Faso, ton cher pays, ce pays pour lequel tu t'es sacrifié pour que vive à jamais les flambeaux de la liberté, la presse fait désormais face à des zones rouges décrétées à travers le code pénal. La presse est bâillonnée alors que le peuple s'interroge sur l'efficience des stratégies de lutte contre le terrorisme. La presse est bâillonnée pendant que les questions se font persistantes autour de la transparence dans la lutte contre le terrorisme. Norbert Zongo, te rends-tu compte? Les marches ne sont plus opportunes selon le vocabulaire consacré par les plus hautes autorités du pays. Cet élan répressif n'aurait pas échappé à ta plume acérée, tu aurais dénoncé de manière véhémente. Les exécutions sommaires et extrajudiciaires alimentées par une stigmatisation à outrance de certaines communautés auraient nourri les pages du journal L'Indépendant, ton indépendant. Victimes du terrorisme, de l'insurrection populaire et du coup d'État manqué, tous ont reçu un hommage pour que vérité et justice leur soient rendues. Les regards tournés donc vers la France pour l'extradition de François Compaoré, considéré comme un suspect sérieux. Des organisations de la société civile ont remis cette semaine un appel à l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Il y a eu effectivement un engagement pris par le président de la République française lors de son voyage à Ouagadougou il y a 2 ans maintenant, que la justice française a fait son travail, a rendu ses jugements et que l'exécutif français, en lien étroit
avec les autorités burkinabées et je peux témoigner ici que nous travaillons main dans la main ensemble avec les autorités burkinabées sur ce sujet depuis plusieurs mois, depuis que je suis arrivé ici. Ça fait partie, c'est une partie de mon mandat ici, de faire en sorte que ce problème soit réglé. Et il sera réglé dans les meilleurs délais. Le décret d'extradition sera pris conformément à ce que la justice a décidé. Simplement, on se donne quelques garanties juridiques du fait que ce décret puisse être exécuté dans les meilleures conditions. Alors, il sera réglé, a dit l'ambassadeur. Siaka Coulibaly, c'est comme si, désormais, effectivement, l'obstacle, c'est le politique, tout simplement, qui avait pourtant montré sa bonne volonté. On a vu le président Macron ici à Ouagadougou. Oui, mais en écoutant l'ambassadeur, il y a à peine obstacle maintenant. C'est-à-dire qu'il s'agit juste de questions de procédure administrative et que cela va être résolu. Donc je ne pense pas qu'il y ait lieu même de manifester outre mesure, dans la mesure où l'obstacle, ce qui aurait pu être un obstacle, c'était la justice, qui a traité le dossier, qui a rendu son verdict, son jugement. Donc pour moi, les choses ne font que suivre leur cours. En revanche, le questionnement que je me fais, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il faut obligatoirement que François Compaoré soit présent pour que le jugement se fasse ici, dans la mesure où, s'il y a des matières suffisantes pour sa culpabilité, le jugement peut très bien être rendu, ce qui aurait même évité tout le... Sa présence peut permettre d'avoir la vérité. Oui, la manifestation de la vérité, mais on le sait bien, il y a déjà eu un jugement là-dessus et il était déjà passé. On n'avait pas eu plus d'amples informations. Ce qui a permis de réouvrir le dossier, c'est certainement des pièces qui n'étaient pas encore dans le dossier et qui ne sont certainement pas venues de François Compaoré. Donc s'il y a des éléments qui permettent donc d'étoffer le dossier, je pense qu'on aurait pu faire le jugement. Ce jugement aurait d'ailleurs facilité son retour. Parce que s'il avait été condamné, il n'aurait plus été question d'un autre jugement en France sur l'extradition, etc., etc. Donc, c'est comme pour le push, il y en a qui n'étaient pas là, on a jugé, on a trouvé des faits qui leur sont reprochés, et il y a eu des condamnations. Il s'agit maintenant d'exécuter cette condamnation là où les gens se trouvent. Comme dans le cas de François, la question est assez réglée, on sait très bien où il se trouve. Ça aurait été beaucoup plus simple d'aller directement sur le procès que de rechercher l'extradition, mais maintenant cela va être fait. Et on aura bientôt la possibilité de terminer le dossier. Lionel, il y a l'acte politique à poser par les autorités françaises, mais après, il y a cette possibilité aussi d'appel pour les avocats de François Compaoré. Alors, faut-il ouvrir déjà le procès au Burkina, peut-être en attendant que les choses se poursuivent du côté de la France? C'est possible? Je crois que c'est possible et je pense aussi que ça va aider. Norbert Zongo, né en 1949 à Koutougou et puis sauvagement assassiné le 13 décembre 1998, on se souvient que cet assassinat a fait vaciller le pouvoir en place, a créé un effroi et beaucoup d'émoi dans la population burkinabé. Au-delà de ça, il a fallu créer un comité indépendant pour enquêter d'abord sur la mort et engager une procédure judiciaire. Souvenez-vous que cette procédure judiciaire, en 2001, il y a eu l'inculpation de Marcel Kafando, qui bizarrement, quelques temps après, a été libéré suite à un non-lieu. Et donc depuis, plus rien. Depuis que le dossier est réouvert, il y a eu 3 inculpations et plus d'une dizaine d'auditions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a assez d'éléments, en tout cas, pour engager la démarche judiciaire, commencer déjà le procès, en attendant François Compaoré au Burkina Faso. Et je crois aussi que pour qu'on ait toute la lumière sur ce dossier, il faut mettre les projecteurs aussi ailleurs que sur François Compaoré également, pour créer justement l'avènement de cette vérité-là. Il ne faut pas créer une vérité pour satisfaire un émoi populaire, mais il faut créer la vérité autour de ce dossier. François Compaoré, oui, mais on peut mettre les projecteurs au Burkina ici, parce que certainement que pour commettre cet assassinat effroyable, il y a eu des connivences, il y a eu certainement des personnes, même au plus haut politiquement placées, qui ne sont plus aux affaires aujourd'hui, mais que l'on peut entendre et écouter afin que la vérité puisse survenir. Il y a trop de cristallisation sur la personne de François Compaoré dans ce dossier. Avec juste raison, parce que son nom est ressorti également au début dans ce dossier, donc on ne peut pas occulter ce fait-là. Quand on sait les enquêtes que menait Norbert Zongo au moment de son assassinat,
sur le chauffeur David Ouedraogo, qui n'était personne d'autre que le chauffeur de François Compaoré. Donc on peut dire que son nom soit dans le dossier. C'est presque... le procès David Ouedraogo d'Aix c'était dû à voilà. 2011. Et ce n'est pas une surprise que son nom soit dans le dossier, parce qu'il fait partie prenante de ce dossier-là. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas que ce soit seulement sur lui que les projecteurs sont focalisés. Il ne faut pas qu'il soit un frein, sa présence ou son absence, à l'avènement d'une partie au moins de la vérité de ce que nous avons sous la main ici au Burkina et qui peuvent aider à éclairer ce dossier. Quand je parle de ce qu'on a sous la main, ce n'est même pas les inculpés ou encore ceux qui ont déjà été auditionnés. Il faut remonter dans le politique, y compris dans l'appareil judiciaire. Comment se fait-il que, depuis la mort de Norbert Zongo, quels sont les juges qui ont touché au dossier? Quelles sont les personnes qui ont eu à faire les enquêtes? Ont-ils bien fait leur travail? Ont-ils été intimidés? Ont-ils caché des preuves ou des dossiers? Toutes ces questions-là, il n'y a pas que ceux qui ont commandité ou ceux qui ont tué Norbert Zongo qu'il faut condamner. Il y a ceux qui se sont tus ou qui ont masqué les preuves et qui n'ont pas permis de faire ce jugement 21 ans après. Voilà. Saka Coulibaly, donc il y a cette possibilité. On a comme l'impression que quelque part, c'est vrai, on suspecte aujourd'hui la France de retarder les choses, mais est-ce qu'aussi il ne faut pas s'interroger aussi, il n'y a pas de suspicion aussi à avoir au niveau interne? On a l'impression que malheureusement, tout le monde ne gagne pas forcément à ce que ce procès commence. Oui, tout à fait. C'est ce que nous étions en train déjà de dire. Ce qui peut faire la différence maintenant avec le premier procès, c'est qu'à l'époque, comme François Compaoré était dans le sérail du pouvoir, on peut avoir eu des influences sur le jugement, de sorte que, par exemple, certains témoins n'ont pas pu être appelés. Mais aujourd'hui, c'est justement l'occasion de régler cet aspect des choses. Au-delà de la personne de François Compaoré, c'est de voir quels sont les autres témoins, parce que je n'ai pas le contenu du dossier, je ne sais pas quelle pièce conduit des suspects sérieux, dont Marcel Kafando, dont il a parlé, vers François Compaoré. Je ne sais pas quel est le lien qu'il y a dans les dossiers judiciaires. Mais avec les témoins, on peut arriver à contourner les difficultés qu'il y aurait à ce niveau-là, de sorte qu'il ne s'agit pas seulement de l'accuser parce qu'on pense qu'il aurait intérêt à se débarrasser de Norbert Zongo, mais qu'il y ait des liens judiciaires directs entre ceux qui ont exécuté et lui qui pourrait être un commanditaire. Et moi, je tiens à ce que les choses se passent dans la normale. Et pour moi, le fait d'attendre le retour de François Compaoré... 21 ans, c'est duré. C'est une manière également attendre, justement. Voilà. C'est une manière de ne pas aller vite, de ne pas régler ce dossier, qui est un dossier très lourd qui alourdit le dossier de la justice en général, parce que c'est des questions comme celle de Sankara qui restent et qui n'ont pas connu donc, de dénouement. Et là, il faut peut-être aller un peu plus vite en trouvant des astuces. Je sais que le système judiciaire connaît très bien comment cela peut se passer. Au-delà des manifestations de ceux qui soutiennent, ils sont nombreux d'ailleurs, il faut aussi que la justice garde la tête froide et agisse dans le sens donc, de la manifestation du droit. Voilà. Et on espère que les choses vont évoluer, en tout cas dans ce sens, 21 ans après, toujours donc, en quête de vérité et de justice. Comme l'ambassadeur français l'a dit tout à l'heure, c'est possible que les choses aillent très vite du côté politique. Tout à fait. Voilà, on attendra de voir certainement dans les semaines et les mois à venir. La suite de cette info, la France accusée justement de toutes parts dans le dossier Norbert Zongo, mais aussi au niveau sécuritaire. Un envoyé spécial du président Emmanuel Macron était au palais présidentiel de Kossiam cette semaine. Un large sourire et une mine décontractée de l'émissaire français au début de l'audience. Mais après l'audience, on peut remarquer qu'elle aura perdu de toute sa splendeur. Les clarifications de Pau ont-elles déjà débuté à Kossiam? Surtout quand on sait que l'entrevue aura duré près de 2 heures d'horloge, chose inhabituelle dans les audiences présidentielles. Ou bien est-ce parce que l'envoyé spécial du président français craignait les questions des journalistes? On retient néanmoins de cette audience qu'elle a porté sur l'ordre du jour du sommet de Pau, reporté à janvier 2020 pour cause d'attaque au Niger et qui a coûté la vie à 71 soldats. Du Burkina Faso a reçu une lettre
dans lequel il est précisé très clairement les termes de cette invitation, qui est une invitation au dialogue, une invitation à la réflexion, une invitation à l'action face à ce péril terroriste. Je connais les impatiences, je connais les exigences des populations, je pense aux réfugiés, je pense aux déplacés, je pense à tous ceux qui ont dans leur famille eu des victimes de ce terrorisme et qui disent qu'il faut agir. Voilà. Il y a une forme d'urgence. Ça a trop duré. Voilà, depuis 2013 que la région connaît ce terrorisme. Nous allons, dans la perspective de ce sommet, avec le président du Burkina Faso, avec le ministre des Affaires étrangères, travailler pour faire en sorte que ce sommet puisse non seulement afficher, je dirais, la fraternité d'armes, la solidarité, qui est la marque de l'amitié entre la France et les pays du Sahel, mais aussi déboucher sur des mesures concrètes, une stratégie commune pour répondre au mieux à ce défi du terrorisme. Le sommet de Pau devra également évoquer la question du développement de la région du Sahel. Il faudra parler de tous les sujets, parce que la question sécuritaire, elle est centrale, mais je n'oublie jamais qu'il faut aussi parler de la pauvreté, il faut parler du développement, il faut parler des services publics sur l'ensemble du territoire. Et pour cela a été lancée une initiative qui s'appelle l'Alliance Sahel il y a maintenant 2 ans. Et nous souhaitons, avec nos amis, avec les bailleurs, faire en sorte que cette Alliance Sahel donne tous ses fruits, qu'elle travaille encore mieux, qu'elle aille plus loin. Et ça, c'est un rôle très important qui se fait sur le terrain. En attendant qu'une date précise soit dégagée pour le sommet de Pau en janvier 2020, le président du Faso, en sa qualité de président du G5 Sahel, a annoncé une réunion préparatoire avec ses pairs de l'organisation sous-régionale en mi-décembre. Dénoncer l'attitude de la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, le sentiment anti-impérialiste qui gagne du terrain. Politiques, acteurs de la société civile se mettent ensemble. L'initiative Souveraineté, Dignité et Paix s'est faite entendre cette semaine. Le lieu choisi pour cette conférence de presse est symbolique, l'amphithéâtre D de l'université Joseph Kizebou. L'endroit à partir duquel Emmanuel Macron s'était adressé à la jeunesse africaine en novembre 2017. Pour les conférenciers, la visite du président Macron était la première d'une série d'humiliations vis-à-vis du continent africain. La dernière en date serait la convocation des présidents des pays du G5 Sahel à Pau en France. Réunis au sein de l'initiative Souveraineté, Dignité et Paix, ils disent non à toute forme de dictat extérieur. Il est important de rappeler à toutes les puissances étrangères qui nous aident à la résolution de la crise au Sahel que la sous-région n'est pas un espace d'expérimentation de technologies militaires. C'est l'occasion de rappeler aux dirigeants du G5 Sahel et de l'Afrique en général les aspirations profondes de nos peuples quant à notre désir de prendre en main notre avenir et notre autodétermination. Ce 11 décembre, une attaque terroriste a fait au moins 70 morts dans les rangs de l'armée nigérienne à Inates, près de la frontière avec le Mali. Une attaque qui se produit quelques jours avant la rencontre de Pau, initialement prévue le 16 décembre 2019. Coïncidence ou intimidation, pour Maître Benouendé Sankara, elle vient rajouter du discrédit et de la polémique à la présence militaire française en Afrique. Cette attaque-là va certainement peser sur la rencontre éventuelle qui aura lieu. Parce que personne ne peut comprendre que ce soit à la veille de la rencontre de Pau que cette attaque peut avoir lieu, encore une fois de plus, sous la présence des forces militaires dans les pays du G5 Sahel. Que fait la France? Que fait la France? Il faut effectivement clarifier nos rapports plus que jamais avec la France. Cette conférence de presse est aussi l'occasion de lancer un appel à l'union sacrée des sociétés civiles et des forces progressistes dans chaque pays. L'initiative Souveraineté, Dignité et Paix convie la société civile d'Afrique de l'Ouest à une rencontre à Pau, au Burkina Faso. Des manifestations sont attendues dans les jours à venir dans les pays du G5 Sahel avant le départ des chefs d'État pour la France en janvier 2020.
Et voilà, du côté de Niamey au Niger, les chefs d'État du G5 Sahel se sont concertés ce dimanche. Ils s'engagent à plus de collaboration. Ils appellent la communauté internationale à intensifier ses efforts avec des déclarations qui ne vont pas plaire certainement aux anti-impérialistes. Dans le combat contre le terrorisme, nous avons besoin non pas de moins d'alliés, mais de plus d'alliés, a déclaré le président du Niger, Mahamadou Issoufou. Les présidents burkinabés et maliens sont également dans cette logique de pensée. Lionel Bilgo, alors on se demande finalement, est-ce que Pau a encore sa raison d'être déjà quand on écoute les différents présidents du G5 Sahel sur les questions? Clairement, ils veulent le maintien de Barkhane au Sahel. Oui, je pense que c'est une partie de la réponse attendue par Emmanuel Macron qui lui envoie à travers ces déclarations, mais je pense également qu'ils vont garder dans leur besace les couacs qu'il y a pu avoir dans le discours de Macron, et ils iront lui dire clairement que, je crois, en tout cas s'ils ont l'audace et le courage, c'est ce que je leur souhaite, de lui dire clairement que le partenariat doit se faire de manière gagnant-gagnant. Et d'ailleurs, le chef de l'État burkinabé, le président Roch Marc Christian Kaboré, a eu un discours un peu différent. Dans sa chute, lui appelle au respect des partenaires. Il exige en fait que ce soit de manière respectueuse, mais également d'une manière consentant entre différents partenaires. Et moi, je crois ici vraiment qu'il ne faut pas que les chefs d'État africains s'éloignent du malaise en fait qui siège au sein de la population. Il faut qu'ils essaient de comprendre le fondement de ce malaise-là. Il ne faut pas qu'ils s'éloignent et qu'ils fassent l'erreur justement de ne pas écouter. Si Paris ne comprend pas, on peut dire que c'est passable. Mais si Ouaga ne comprend pas ces populations, là c'est plus grave. Et donc je crois qu'il faut qu'ils tiennent compte de ça. Et ce n'est pas un sentiment anti-français, encore une fois. C'est un sentiment anti la politique étrangère française. Et je crois que ce sentiment-là est basé sur des faits, sur des comportements. Et c'est un autre comportement, une autre manière de faire qui va changer justement la perception des populations. Ces questions de respect mutuel, ça c'est, on peut dire, ça ce sont des détails, mais la question principale et principielle, c'est bien sûr, voulez-vous, oui ou non, de Barkhane. Est-ce que vous pensez qu'à Pau, il y a encore une raison d'y aller puisque la position est clairement affichée par les chefs d'État? Moi je crois qu'il faut tuer toute initiative qui ne marche pas. À moins d'être, comme Alpha Blondy le dit, seuls les imbéciles ne changent pas, à moins d'être imbécile à ce point. Toute initiative qui ne porte pas de fruits, qui ne marche pas, doit être revue, modifiée, corrigée, changée. Et donc là, c'est l'occasion pour eux d'aller transformer Barkhane en une espèce de cellule qui fonctionne. Renégocier le contrat avec Barkhane, c'est bien ça. Je crois même que pour renégocier le contrat avec Barkhane, il faut éviter de renégocier de façon bilatérale, en tout cas entre 5 États africains et la France seule. Il faut inclure d'autres puissances, parce que justement, comme le dit le président Issoufou, et le président nigérien Issoufou, nous avons besoin de plus d'alliés et de partenaires. Donc, il ne faut pas que l'on se cantonne avec un seul allié. Aux autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, ça arrangerait même la France de ne plus être seule en front line sur ce combat-là et d'avoir justement d'autres alliés, les Russes, les Anglais, les Allemands, peu importe. Je crois qu'il faut diversifier les alliés et les aides et ne plus avoir un seul canal, la direction Paris-Ouaga. Ce canal est douloureux de par l'histoire, mais également est scruté à la loupe parce qu'on soupçonne les uns et les autres. Aujourd'hui, l'histoire montre qu'il y a eu des erreurs graves posées par la France et que les Africains sont maintenant au courant. Et donc, il y a cette espèce de suspicion qui règne. Est-ce que, justement, Cheikh Koulibaly, quand les chefs d'État à Niamey disent qu'ils appellent la communauté internationale à intensifier ses efforts dans le Sahel, est-ce que ce n'est pas une façon subtile de dire que la France ne doit plus être le seul pays, effectivement, dans le Sahel, mais est-ce que ce n'est pas un appel, effectivement, à ouvrir cette possibilité aux autres pays au niveau international? Oui, en disant ça, le chef de l'État du Niger renouvelle une position qui est déjà connue. Et il faut rappeler que si la France se retrouve aujourd'hui seule, enfin, entre griffes seule, parce qu'il y a d'autres forces, mais de moindre envergure qui sont positionnées au Mali, si la France se retrouve seule, c'est bien parce qu'il y a eu un échec dans le G5 Sahel à mobiliser d'autres partenaires. Rappelez-vous qu'au départ, il était question que les Américains, l'Union européenne formellement, et d'autres pays comme les pays arabes étaient partenaires du G5 Sahel. Je pense même que l'argent aujourd'hui qui est disponible pour le G5 Sahel nous vient des pays du Golfe. Donc c'est pour dire qu'au départ, l'idée c'était effectivement de mettre en place une force qui mutualise
les capacités des pays du G5 Sahel, d'abord, mais aussi d'amener à bord plusieurs autres puissances qui puissent aider à régler la question, étant donné que les dimensions géopolitiques ramènent donc toutes ces puissances-là, notamment les États-Unis. Et là, je ne sais pas aujourd'hui, au point où on en est-ce qu'il est encore possible de rénover le G5 Sahel et d'en faire une initiative attractive qui puisse permettre à d'autres puissances de venir. C'est vrai que déjà en France, les appels ont été lancés au niveau de l'Union européenne pour que d'autres pays européens viennent s'ajouter ou que l'Union européenne en tant qu'institution intensifie son aide financière et technique pour que le G5 Sahel puisse cette semaine, justement, l'Union européenne qui a signé une convention avec le Burkina portant sur plus de 16 milliards de francs CFA dans le cadre du PUS, le programme d'urgence pour le Sahel. Voilà. Alors, Lionel, est-ce que justement les chefs d'État du G5 Sahel ne manquent pas encore là l'occasion justement d'afficher un certain leadership par rapport à la mobilisation des alliés? Parce qu'on a l'impression que là encore, on est en train de laisser l'initiative à la France d'appeler les autres pays de l'Union européenne ou des États-Unis, de la Russie, etc., dans le cadre de cette lutte. D'ailleurs, là, la répétition n'est qu'une espèce de récitation, parce que Macron, le jour d'ailleurs où il convoquait les chefs d'État, a demandé clairement dans son discours en Angleterre, justement, que l'OTAN puisse participer à juguler cette crise terroriste qu'il y a. Et pourtant, c'est au G5 Sahel de prendre cette initiative. Mais le G5 Sahel, la manière de comporter ou de conduire en tout cas ce G5 Sahel montre clairement que ce n'est pas une idée des Africains. Tant qu'on va pondre les idées à 10 000 km et venir les appliquer ici, nous n'en serons jamais les maîtres. À un moment donné, il faut être réaliste. Le G5 Sahel n'est pas sorti des poches ni du Burkina, ni du Niger, ni du Mali. Elle nous tombe d'ailleurs. Et d'ailleurs, pourquoi les autres pays n'intègrent pas ce G5 Sahel-là? C'est une question géostratégique et économique, c'est clair. Le G5 Sahel, les Américains n'en veulent pas mettre un sou parce qu'ils ne sont même pas à l'origine de ce qui a déstabilisé la région. Tout commence par la Libye. Les Russes aussi semblent dubitatifs. Et sur la question de la Libye, ces pays-là ont mis en garde justement Sarkozy à l'époque et la France. Les États africains ont également pris position contre une éventuelle intervention en Libye, mais ça a été très timoré. Malheureusement, la France n'a pas entendu, ils sont allés et voilà ce qui arrive aux États-Unis. Les Américains et les Russes ont l'air de dire vous avez cherché, il faut corriger vos erreurs. Et en même temps qu'ils le disent, ils disent aussi de toutes les façons, celui qui a plus d'intérêt dans cette zone, c'est bien vous. C'est la France. C'est bien vous qui avez plus d'intérêt économique dans ces pays-là que nous. Et en réalité, le premier pays à affronter cette difficulté justement, c'est ce même pays-là qui est voué aux gémonies par les populations qui le soupçonnent en fait de faire un double jeu. Parce que tout simplement, certaines révélations, rappelez-vous, certains généraux français ou certains anciens en fait, des renseignements français ont fait sortir des livres ou ont fait sortir des communiqués où ils étaient en lien direct, en tout cas, avec certains terroristes. Donc ça veut dire que la suspicion de la masse africaine n'est pas le fait du hasard. Et c'est pour ça que je dis aux chefs d'État africains, faites attention à bien lire ce qui se passe, à comprendre les fondements de ce malaise-là et à ne pas aller chercher à amadouer ou à calmer un président français qui serait en colère parce que tout simplement vos populations parlent. Moi je pense d'ailleurs que la colère de Macron, ce n'est pas contre le sentiment anti-français populaire, c'est par rapport au discours des politiciens africains. Au Burkina comme au Mali, qui a commencé... double jeu également. Oui, qui a commencé à aller dans le sens justement des populations. Tant que la critique reste dans la masse, on la considère comme une rumeur, comme une spéculation de l'esprit. Et là, malheureusement, ce sont des politiciens, et vous venez de voir, le vice-président de l'Assemblée nationale burkinabé, dans son discours tout à l'heure, n'était pas tendre. Il semblait en tout cas dubitatif quant à cette attaque-là qui intervient quelques jours après la convocation de Lui est dans une majorité présidentielle où malheureusement le son est discordant. Le président tient un discours, son ministre des Affaires étrangères tient un discours. Et parallèlement, lui, il est carrément en déphasage avec... Mais la liste est longue, le chapelet de liste, vous vous êtes arrêté à lui. Le ministre de la Défense, si Chérif Tsi a son discours, le ministre de la Communication, Rémi Dandjinou, a un autre discours à l'intérieur d'un même gouvernement ou d'une même majorité. Tout ça. Et donc, ça commence à agacer du côté de Paris. Les ambassadeurs burkinabés et maliens ont essayé, en montant en puissance, de rectifier le tir, mais que nenni, malheur à eux. Ils ont fait une grave erreur également dans leur communication et ils ont eu la réponse qu'il fallait. Je crois très sincèrement que ce malaise-là n'est pas le fait du hasard. Ce n'est pas superficiel, c'est profond. Il faut chercher les causes. Et je pense également que nos chefs d'État doivent exiger un respect total
dans leur collaboration avec la France. Est-ce qu'on n'entend pas là vers une complexification justement de la lutte? Parce que le président Issoufou du Niger l'a effectivement dit, dans cette tendance effectivement à dénigrer des alliés, à orienter la lutte contre des alliés, on se retrouve finalement dans une situation où on fragilise justement la lutte. Mais il faut faire attention. Un allié, en fait, en réalité, n'est efficace que lorsque son apport est conséquent dans votre lutte. Lorsque l'allié commence à être dérangeant, lorsqu'il a des comportements peu lisibles, eh ben, la critique est normale. On ne peut pas empêcher les gens de critiquer ou de parler de ce qu'ils voient et entendent de différents. C'est normal leur critique. Et le président Issoufou, quand il dit par exemple que même pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les Africains ont lutté aux côtés de la France et c'est normal que la France, en fait, en réalité, vienne nous soutenir. Erreur. Pour qui connaît l'histoire douloureuse de la colonisation, on ne peut pas dire une phrase comme ça. Nous ne sommes pas allés lutter de plein gré ou de bonne foi. Quand on parle même de colonisation, c'est un acte de domination. C'est des dominés qui sont allés aider leurs maîtres à sortir d'un pétrin. Et donc, ce n'est pas pareil. Et la France ici ne vient pas en tant que colonisée. La France, d'ailleurs, vient de ce que les masses critiquent comme le maître qui revient sur son territoire, sur son ancien territoire de colon. Et donc, c'est différent, c'est pas pareil. Alors, Siaka Coulibaly, est-ce que les chefs d'État du G5 Sahel ne sont pas là, se retrouvent pas là, dans une équation difficile? C'est l'étau finalement. Il y a d'un côté le peuple, ou je dirais une partie du peuple, parce qu'on n'a pas encore une unité de mesure par rapport à ce sentiment qui pousse, parce qu'il y a aussi dans le peuple une partie qui estime, qui est d'accord avec l'apport de la France dans le cadre de cette lutte. Et justement, ces chefs d'État pris entre deux feux. Il y a d'un côté le peuple qui veut que ces chefs d'État tiennent un discours vis-à-vis de la France, un discours de vérité, mais à côté, effectivement, il y a aussi la France qui est là, qui veut que ces chefs d'État clarifient leur position par rapport à la position des peuples. Et ça semble difficile pour ces chefs d'État, quand on sait aussi que pour la plupart, ces chefs d'État ont été élus avec aussi la bénédiction de la France. Oui, au-delà de la gestion du sentiment anti-français, il faut aller un peu plus en profondeur. En réalité, vu la situation qui prévaut à l'heure actuelle, et il faut rappeler ici l'ampleur de l'attaque d'Inates, qui est d'une autre dimension, et le président du Niger l'a exprimé lors du sommet. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est une conférence internationale sur le terrorisme et qui implique des partenaires à part égale. Et cette demande doit provenir des Africains et non pas de la France, parce que dès qu'elle va provenir de la France, les autres ne se sentiront pas concernés. Il aurait fallu que nos chefs d'État puissent exprimer cela, au-delà de juste se fâcher parce que la convocation ou l'invitation n'a pas respecté les formules. Ça commence peut-être à remettre en cause cette coquille qu'est le G5 Sahel. Voilà. Peut-être pas remettre en cause, mais pour la réformer, pour en faire quelque chose de viable et d'efficace, il faut la transformer fondamentalement. Et je crains que nos chefs d'État ne puissent pas le faire à l'heure actuelle, parce que le sommet qui vient de se tenir à Niamey aurait dû être l'occasion donc de formuler la position réelle de l'Afrique et les intérêts des Africains. Et non pas d'aller se faire l'avocat de la France en disant, et là il faut rappeler les termes du président du Niger, que ceux qui attaquent l'Alliance font pire que ceux qui attaquent les troupes. Ah, ça c'est une déclaration politique qui est très importante aujourd'hui, qui veut dire que tous les Africains qui disent aujourd'hui que la France doit quitter, en fait, font pire que ceux qui attaquent les troupes sur le terrain. Le même ton que le ministre burkinabé des Affaires étrangères. Et ça, ce n'est pas étonnant, parce que moi, je ne m'attendais pas à ce que nos chefs d'État fassent preuve de bravoure, etc., réagir contre la France, etc. Non. Mais ici, s'ils ont la réflexion dynamique sur la situation qui prévaut aujourd'hui au Sahel, le terrorisme, les nombreuses morts que nous avons, les déplacés, etc., ils auraient dû faire une réflexion profonde et formuler des propositions qui permettent de sortir de la situation où on se trouve aujourd'hui, plutôt que de rester dans un dialogue franco-africain, quand on sait ce que cela représente déjà. Le poids de l'histoire est là, et nous savons que cette relation ne va pas nous permettre de nous en sortir. Sans être politiquement plus audacieux que cela, il faut dire que la situation actuelle ne permettra pas de nous en sortir, parce que nous avons déjà l'appui de la France sous forme de Barkhane, nous avons déjà la coopération avec la France sous forme de développement,
l'envoyé spécial de Macron l'a dit. Et on se retrouve toujours dans une situation qui n'est pas agréable. Donc pour s'en sortir, il faut modifier le cadre dans lequel on est en train de travailler. Et sinon, on ne quitte pas ces cadres-là, il ne faut pas non plus attendre qu'il y ait des résultats. Et donc, la situation va perdurer. Lionel, si les chefs d'État s'expriment ainsi, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils sont conscients qu'il vaut mieux assumer la pression du côté du peuple, parce qu'on se dit peut-être que la pression du peuple, ça va se limiter dans les discours et sur les réseaux sociaux, mais ça ne peut pas avoir une traduction concrète dans les urnes. Alors, on préfère justement tenir ce type de discours. Attention, parce que la pression du peuple peut s'exprimer ailleurs que dans les urnes. Hein, et quand elle s'exprime ailleurs, dans les rues, c'est violent et c'est fracassant. Il faut faire très attention. On a vu des bases françaises avec des protestations de population assez variées. Ce n'était pas beau à voir. Donc, moi, je ne dirais pas ça. Maintenant, effectivement, les chefs d'État ont pesé le pour et le contre. Ils savent exactement ce qu'on bénéficie ou ce que est cet apport de la France-là. Et malheureusement pour les masses, moi je crois qu'il ne faut pas non plus faire de la France le bouc émissaire de nos problèmes. Nous sommes d'abord, premièrement, nous-mêmes responsables de ce qui nous arrive, responsables de notre inaction, responsables de ce terrorisme-là qui pousse comme une peste en fait partout en Afrique. Parce que tout simplement, ce n'est pas la France qui va venir mourir pour nous. Il faut qu'on sorte ça de nos têtes. Justement, est-ce que justement on ne se trompe pas d'adversaire, le discours n'est pas suffisamment assumé, la tendance c'est effectivement à accuser la France sans véritablement peser notre responsabilité. On a mandaté des gens qui sont censés nous défendre, c'est-à-dire encore une fois nos chefs d'État, mais le discours pour la plupart du temps, c'est qu'on a tendance à dédouaner nos chefs d'État et à accuser le président Macron. Non, ces temps-ci on ne les dédouane plus. Hein. La pression aussi est sur eux comme sur la France. Mais je crois que les accusations de la France, je le dis, sont en partie fondées. Ce qui arrive aujourd'hui au Sahel est la conséquence de ce qui est arrivé en Libye. Donc la France est engagée. Mais on est encore dans un jeu d'intérêt entre États. Est-ce qu'il ne nous appartient pas à nous de mettre la pression sur ceux que nous avons mandatés pour que les choses changent? Que pouvons-nous faire? Le président français répond des Français. C'est pour ça que je dis que la responsabilité première nous appartient. Ce qui nous arrive, en fait, nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Et il ne faut pas trop attendre de la France non plus, y compris mentalement et psychologiquement, même pour nos soldats qui sont au front. Leur frère croit qu'il y a une aide financière qui va arriver, parce qu'on a trop attendu de Barkhane, on a trop attendu de l'argent, on a trop attendu du matériel militaire, on a trop attendu du déploiement, on a trop attendu des hommes. Et je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on sorte de cette attente-là, qui annule nos forces et nous empêche d'agir conséquemment. Et qu'on se dise clairement que cette guerre-là nous appartient en premier lieu. Et si on a des alliés, tant mieux. Si on n'en a pas, de toutes les façons, il va falloir défendre le territoire burkinabé, malien, nigérien. Et il faut qu'on aille ensemble. Ce qui m'offusque le plus, en fait, en réalité, c'est presque le silence et l'inaction de l'Union africaine, de tous ces pays africains qui sont un peu plus éloignés de nous, mais qui sont silencieux. Tout se passe à Paris, comme si Paris était plus proche de nous, en tout cas en réalité, que le Congo, que tous ces autres pays qui vivent tranquillement dans leur coin. C'est une histoire africaine. Il faut que toutes les nations africaines se mettent ensemble. Il a fallu attendre des années après pour voir la première conférence à Dakar, au Sénégal. Et d'ailleurs, cette conférence, les Sénégalais, tout comme les autres pays qui ne sont pas encore touchés, ont l'air d'intervenir, mais de façon timorée, timidement, comme s'ils avaient peur, en fait, que s'ils se dévoilaient clairement dans leur agenda, dans leur soutien aux pays attaqués, leur pays serait mis en danger. Je pense qu'aucun pays autour de ces pays attaqués-là ne sera en paix lorsque nos États, nos 4 États ou nos 5 États seront toujours sous le joug du terrorisme. Parce que le terrorisme, c'est comme une tentacule. Ça évolue, ça pousse et ça gronde partout. Et nul n'est à l'abri de ça. Et il faut que nous, on se mette tous ensemble avec les Africains pour défendre l'Afrique et défendre ces territoires qui sont attaqués aujourd'hui. Réduire moins la pression sur la France. Parce qu'au final, en fait, en réalité, on a en fait de la France un trop gros bouc émissaire. Et alors, on oublie, en critiquant la France, on oublie notre propre responsabilité et notre propre laxisme vis-à-vis de nous-mêmes, notre propre incohérence, notre propre inaction, nos défauts et nos manquements. Voilà, tout simplement. À un moment donné, il faut se regarder en face du miroir et se dire, désormais, nous devons nous assumer. Demander de l'aide, c'est bien, mais compter sur soi-même, c'est encore mieux. Et commençons déjà par compter sur nous-mêmes, premièrement. Voilà. Et ensuite, l'aide viendra. Et ensuite, il ne faut pas subir la pression de l'aide étrangère. Il faut guider et canaliser cette aide-là. Quand on vient vous aider, ne croisez pas les bras. Il faut être maître, en fait, sur le terrain, sur l'opérationnel de cette aide-là. J'ai l'impression, en tout cas, que même nos chefs d'état-major ont trop délégué
aux spécialistes européens, français, qui viennent et qui sont dans les bureaux de verre et qui conseillent sur un territoire qu'ils ne maîtrisent pas et ne connaissent pas forcément. Après, il ne faut pas s'attendre à autre chose, justement. Justement, il faut recadrer justement ce partenariat-là. Siaka Koulibaly, justement, on a l'impression finalement que nous, Africains, on s'attarde sur les détails au lieu de se concentrer sur le principal, l'essentiel. La question, effectivement, aujourd'hui, c'est comment nous prenons en charge notre propre sécurité. Et le débat, il est là. Faut-il continuer dans cette collaboration avec la France? Parce que ce sentiment anti-force Barkhane, aujourd'hui, est-ce que, quand bien c'est légitime, d'accord, mais comment on se passe de cela, de Barkhane? Comment on prend en charge notre propre sécurité? Toute la question, elle est là. Comme je l'ai dit cette semaine encore, l'Union européenne nous offre plus de 16 milliards de francs CFA dans le cadre du programme d'urgence pour le Sahel. Mais quand vous êtes dans cette logique d'assistance, aussi bien financière que militaire, comment voulez-vous justement que ces pays-là n'aient pas leur mot à dire dans votre sécurité? C'est toute la question. Donc, comme d'habitude, les problèmes africains proviennent du fait que nous avons une opinion inexistante, qui fait que les chefs d'État ont toute la latitude d'agir dans leurs limites. Ce qui fait que lorsque... Peut-être une opinion parfois formatée à dessein, parce que quand vous regardez tous les discours, on s'attarde sur le fait que c'est un jeune président, il est assez jeune pour convoquer des aînés. Bon, ça, c'est des détails. Oui, le plus important n'est pas là. Pour moi, l'opinion politique éclairée n'existe pas, en réalité. Il y a des expressions de sentiments, il y a des ressentiments, il y a des perceptions qui sont exprimées, mais il n'y a pas une opinion politique éclairée en réalité, qui sache analyser les situations, dégager les tendances qui se présentent, proposer des décisions au bout et mettre la pression sur les institutions pour qu'on aille dans le sens où il faut aller. C'est ça qui manque en réalité. Si demain lundi, cette avenue qui mène au bureau du président est occupée par les populations qui lui disent « nous voulons vous voir », vous verrez que les choses vont avancer. Pourtant, comme ça n'existe pas, les gens restent dans leur maison, sur leur canapé, à côté de leurs épouses, et puis ils font des analyses. Ils font des analyses, ça ne va pas avancer. Donc, l'autorité fait ce qu'elle peut, et avec ses propres limites. Et quand on regarde aujourd'hui la situation, le gouvernement qu'on a, la direction politique qu'on a, moi, je trouve qu'elle est enfermée dans un cadre mental qui est structuré autour de deux questions principales. C'est l'insurrection de 2014, c'est le putsch. Chaque fois qu'ils ont une intervention, vous verrez qu'on tournera autour de ces questions-là. Donc, ils ont un problème de fixation qui fait que tant qu'on ne va pas sortir de ce cadre, il sera difficile d'envisager des solutions qui ne soient pas des solutions liées à cette situation statique que nous avons connue dans notre pays. Et ça, pour cela, il faut une certaine influence de la population qui, elle aussi, malheureusement, aujourd'hui, n'a pas les instruments pour pouvoir faire l'influence dans le sens où il aurait fallu. Du coup, on est dans une sorte de cercle vicieux. Et c'est ça qui permet à la France, par exemple, de jouer le beau rôle. Même cette France-là, il est possible de lui dire ce qu'elle doit faire, où est-ce que se limite sa participation dans nos affaires, etc., etc. Mais pour cela, il faut une opinion qui soit éclairée, qui soit consciente et qui puisse se structurer dans la société elle-même et ne pas donc tenir compte de cette crème artificielle qui a été créée dans les différents pays africains et qui sert donc de relais entre la France et qui reproduit le néocolonialisme dont on parle tant. Donc c'est une situation, à mon avis, qu'il sera difficile de régler maintenant. Parce que les termes de cette situation sont tellement anciens, ils sont tellement formatés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il sera difficile dans l'immédiat de régler la question. Lionel, il y a eu effectivement cette attaque d'envergure au Niger, plus de 110 morts. Mais là encore, au lieu de réfléchir solution, qu'est-ce qu'on fait à partir de telles attaques? On est encore dans la recherche de la cause. On est encore dans le débat de réflexion. C'est suspect. Est-ce que la France n'est pas derrière? Ouais. Oui, c'est possible. Mais à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression qu'on est toujours en train de tourner autour du pot dans le cadre de ce débat. On ne va pas à l'essentiel. Oui, et on tournera toujours autour du pot dans le cadre de ce débat tant que la vérité, en fait,
des acteurs ne va pas émerger. Et moi, je pense que les populations montrent par leur agacement qu'elles attendent en fait de la part de leurs dirigeants et des partenaires une pédagogie de la lutte antiterroriste, une pédagogie sur le format, une pédagogie sur les contenus, pas tout, mais au moins des grandes lignes de ce partenariat. Qu'avons-nous cédé? Que donnons-nous et qu'est-ce que nous gagnons exactement? Et il est difficile, en tout cas pour le citoyen lambda, de voir que la France est militairement basée dans une localité du Niger avec des moyens aériens et des moyens militaires suffisants et que malgré tout, malgré cette présence-là, il y a un carnage de jour en jour et les terroristes gagnent du terrain, au moins de tenir en échec. Oui, après cette interrogation, justement, qu'est-ce qu'on fait? On ne continue pas d'être éternellement dans cette réflexion. Le qu'est-ce qu'on fait pour moi, c'est le bénéfice justement de cette arrogance de Emmanuel Macron. Je crois qu'à partir du discours de Macron, il y a eu comme une espèce d'électrochoc sur les 5 présidents, même si leur discours en frontline montre peut-être pas les signes de ce choc, mais le président Roch Marc Christian Kaboré l'a laissé entendre lors de son interview. Il a clairement dit que c'était irrespectueux de la part, en tout cas du président français. Oui, ça c'est un constat. Oui, mais après, qu'est-ce qu'on fait justement pour qu'il n'y ait plus ce discours irrespectueux? Tout le débat est là. Oui, mais le qu'est-ce qu'on fait viendra maintenant, juste après la rencontre de Pau, et c'est à eux de décider. Et si rien n'est fait, c'est aux populations également de prendre leurs responsabilités. Parce que, comme on dit, chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Il faut maintenant qu'il y ait, comme le dit Chaka Koulibaly, une masse populaire activement politique, engagée, qui cherche à comprendre. Et non pas seulement de comprendre, mais qui veut aussi agir. Comme le disait Antonio Gramsci, je déteste les indifférents. Et les indifférents pensent que tout ce qu'on fait, en fait, ne les intéresse pas, ne les touche pas, mais malheureusement, impacte leur vie au quotidien. Tant que chacune de nous, on ne va pas s'intéresser à comment la nation est conduite, comment les opérations sont faites, il y aura toujours une minorité d'éclairés qui feront ce qu'ils veulent. Pas pour notre compte, mais pour leur propre compte et pour le compte des autres. Plus d'action, moins de discours, parce que oui, moi je pense à un moment donné, l'action, en fait, à un moment donné, l'action est traumatisante. Le discours est traumatisant parce qu'il faut arrêter. Maintenant, les gens attendent de l'action. Mais surtout, ils attendent de voir que ce terrorisme-là est bouté hors de nos États. Mais également, Aubin, je dis une chose, c'est de la responsabilité des populations aussi. Ce terrorisme-là, ce n'est pas Roch Marc Christian Kaboré seulement, ni le président nigérien. C'est nous tous ensemble, à travers nos critiques, à travers nos analyses, à travers nos actions individuelles et collectives, qui allons faire sortir ce terrorisme-là de nos pays. Voilà. La situation sécuritaire, justement, au cœur de la célébration donc, du 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, au-delà de la parade militaire et civile, il y a le message. Le président du Faso s'est adressé à la nation. Actuellement, les soldats des vaillantes unités de nos forces de défense et de sécurité assurent au péril de leur vie l'intégrité territoriale de l'État et veillent à la protection de nos concitoyens contre les attaques terroristes et l'extrémisme violent qui nous sont imposés. Je ne doute pas de notre victoire sur les forces du mal, car aujourd'hui comme hier, la culture de la défaite ne fait pas partie des valeurs sociétales de notre peuple. Chers compatriotes, pour consolider l'État-nation, il nous faut relever 2 défis. Le premier, c'est de restaurer l'autorité de l'État central, garant de l'unité et de l'indivisibilité de la nation, tout en mettant à bien le processus de décentralisation afin de garantir l'épanouissement des communautés vivant dans nos collectivités. Pour ce faire, tous les Burkinabés doivent s'assumer et assumer leurs responsabilités individuelles et collectives de citoyens exemplaires. Et la justice doit jouer sa partition avec efficacité pour garantir l'égalité de tous les Burkinabés devant la loi. Le second, celui de bannir à jamais la stigmatisation de l'autre. Nous devons combattre avec la dernière énergie toute forme de repli identitaire et de discrimination fondée sur le genre, l'ethnie, la religion ou la région. Ces dérives dommageables à la cohésion sociale sont de nature à compromettre notre quête permanente d'unité nationale. Nous devons, sans désemparer, poursuivre la construction du dialogue social, du dialogue interreligieux, intergénérationnel, ainsi que le dialogue des cultures indispensables à la pérennisation d'une culture de la paix.
Devant la recrudescence des attaques des groupes armés terroristes qui tentent de mettre à mal notre vivre ensemble, j'invite les communautés burkinabées à ne rien céder aux forces du mal qui font tout pour détruire notre nation. Chers compatriotes, burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur, amis et partenaires de Burkina Faso, au regard de l'importance des défis à relever au plan sécuritaire, je renouvelle mon appel à une trêve sociale et à une union sacrée de tous les fils et filles autour des forces de défense et de sécurité pour vaincre le terrorisme et poursuivre les actions de développement économique et social du Burkina Faso. Voilà, le président de Faso qui énumère 2 défis majeurs pour le Burkina Faso, rétablir l'autorité de l'État et bannir la stigmatisation. Siaka, c'est effectivement 2 défis essentiels pour notre pays. Oui, ce sont des défis importants, mais si vous avez bien suivi, ces 2 défis se situent dans le cadre donc de ce que le président cherche à réaliser, à savoir construire une nation. Donc pour la nation, il faut régler la question donc de l'autorité et puis l'autre sujet. Le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Mais ce sont des questions assez générales. Pour moi, le discours qui est fait aujourd'hui, c'est vrai que c'est un discours particulier et qui respecte certaines formes d'habitude où on n'évoque pas les questions de détail, mais nous sommes dans une situation assez particulière où c'est un discours qui aurait dû aller plus sur du concret, sur la principale préoccupation de l'heure, à savoir la question sécuritaire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour s'en sortir au vu de la recrudescence des attaques et de leur ampleur? Après Bungu, Inates, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus douter de l'ambition des groupes terroristes de mettre fin aux États même qui existent sur ces territoires-là et de prendre le contrôle pour pouvoir assurer leur projet, qui est un califat en Afrique de l'Ouest. Donc, étant donné que la question est clairement identifiée, il faut mobiliser toutes les énergies pour régler cette question-là d'abord. On ne peut pas aujourd'hui engager sur plusieurs fronts les efforts et les énergies qui ne sont pas assez nombreuses pour aller dans la construction de la nation, l'autorité de l'État, expliquer aux gens qu'il faut respecter l'autorité. Je pense que c'est un peu en déphasage de la situation et de l'aspect critique de la situation où nous vivons aujourd'hui. Donc si on regarde bien le discours qui est fait, je crains que ce discours-là n'ait un effet anesthésiant en tentant de normaliser la situation, en disant oui, nous avons des préoccupations, elles sont celles-ci, elles sont celles-là, une commission sera mise en place pour réfléchir sur le comment vivre ensemble, etc., etc. C'est bien, mais en état de guerre, il faut justement suspendre un certain nombre de fonctions de la société et de l'État, régler la grande question importante avant de repartir sur ce qui nous a amenés à cette situation-là et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Pendant que nous serons en train de vouloir construire la nation et mettre les communautés en accord entre elles, pendant ce temps, les terroristes avancent parce que l'effort n'est pas mis justement sur ce côté-là. Donc je crains qu'on ne soit pas, à partir donc de la déclaration du chef de l'État, en train donc de prendre une piste qui n'est pas vraiment celle qu'il fallait prendre. Oui. À mon avis. Lionel, rétablir l'autorité de l'État, bannir la stigmatisation, c'est peut-être aussi des fondements dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. Quand ces 2 défis sont relevés, ça permet aussi de réussir la lutte. Oui, non, moi je pense que déjà même les terroristes manquent beaucoup à l'autorité de l'État. Donc si c'est dans ce sens-là, en tout cas, que de conquérir... Parce que les attaques terroristes, mettent clairement à mal l'autorité de l'État. Parce que les maires ne peuvent plus siéger dans certaines régions, le gouverneur fuit parfois des localités. Il faut tout simplement battre le terrorisme. Il faut battre et naturellement, ça rétablit l'autorité. Oui, il faut déjà battre le terrorisme qui gagne en terrain. Et après, pour la question de l'autorité de l'État, moi je parle tout simplement que l'autorité de l'État ne se décrète pas. L'autorité d'État s'impose des faits. Et ça s'impose par des hommes d'État qui donnent l'exemple. Et je dis toujours, la question de l'exemplarité, c'est fondamental. Lui-même le dit, le chef de l'État. Tant qu'au plus haut niveau, on n'aura pas des exemples clés, vous n'allez pas demander au plus bas niveau à des gens de respecter
une autorité qui elle-même, en fait, en réalité, ne se respecte pas. Donc, moi, je pense que c'est à eux, c'est plus une invitation au gouvernement et au chef de l'État, à eux de travailler justement à ce que cette autorité de l'État s'impose d'elle-même. Et elle s'impose par sa légitimité, par son exemplarité, mais aussi par son objectivité dans la gestion des affaires d'un pays. Tous les gouvernés du monde respectent normalement, en tout cas, l'autorité de l'État. Quand on en vient à dire qu'il faut respecter l'autorité de l'État, ça veut dire seulement que l'autorité de l'État n'est pas respectée. Et si l'autorité de l'État n'est pas respectée, la cause ne vient pas des masses. Ça vient généralement, en tout cas, de ceux qui gouvernent et de ceux qui dirigent. C'est à eux, justement, d'imposer. Ça ne se décrète pas, ça s'impose de fait. Une autorité qui ne respecte pas des décisions de justice, il va être difficile pour lui de faire respecter l'autorité. Ou les nominations peut-être qui ne sont pas tout à fait conformes à ce qu'on aurait pensé qu'elles devraient être. Ça amène les gens à douter de la capacité de l'autorité à respecter cette autorité-là, qui est quelque chose d'immatériel, mais qui est très concrète en réalité. Donc, aujourd'hui, il s'agit que l'autorité elle-même se positionne autrement, agisse autrement, répondre aux besoins des populations, rétablir l'ordre sur le territoire national et faire en sorte qu'aujourd'hui, il soit possible de circuler où l'on veut, installer les institutions comme les démembrements de la CENI partout, etc., etc. Donc il y a un agenda qui est déjà assez important et qui ne doit pas seulement figurer seulement dans le discours du chef de l'État. Et je pense que ces discours-là, à mon avis, il aurait pu être orienté autrement dans le contexte où on se trouve aujourd'hui, qui est le président aurait gagné en légitimité. Ce n'est pas un discours contextuel? Non, à mon avis, il n'est pas du tout celui qu'il aurait fallu maintenant. D'accord. À mon sens. Alors, l'autre sujet évoqué par le président du Faso justement dans son discours, c'est la trêve sociale. Là, on imagine que l'ITS annoncé sur les primes indemnités des fonctionnaires en 2020 risque de ne pas faciliter cette trêve sociale. Exactement. On l'a déjà dit ici sur le même plateau. La question de la trêve sociale, on n'a pas besoin de la négocier. Elle découle des négociations, des discussions qui ont lieu entre le patron, qui est l'État, et ses employés, qui sont les travailleurs. Donc, si les propositions qui sont faites sont de nature à convaincre les travailleurs qu'effectivement les efforts vont dans le sens de leurs revendications, automatiquement on aura la trêve sociale. Si les propositions sont faites, sont vraiment rationnelles, et que les travailleurs qui sont dans les administrations, qui sont au courant de l'état réel de l'administration, ils ne vont pas faire autre chose que d'accepter cette trêve sociale-là. Donc, je pense que la balle est plutôt dans le camp du gouvernement, des différents secteurs ministériels qui doivent faire des propositions à leurs agents pour que aujourd'hui on puisse avoir cette trêve sociale-là qui va permettre effectivement de mobiliser plus d'efforts, d'énergie pour la lutte contre le terrorisme. Parce que tout le monde sait que c'est important, mais si les travailleurs voient que les priorités de leur directeur, leur SG, leur ministre ne vont pas justement dans les efforts, les sacrifices qu'il faut faire pour la lutte contre le terrorisme, mais eux aussi vont dire non. Si c'est cela, nous allons également réclamer notre part. C'est des questions qui peuvent être résolues, mais il faut qu'elles soient prises par le bon bout, le taureau par les cornes, et puis je pense que cela peut aller. Lionel, justement, une trêve sociale, c'est un appel récurrent chez le chef de l'État, mais finalement, une sorte d'allésienne, ça ne vient jamais. Oui, c'est du réchauffé. Ça veut dire que ils ont le chef d'État a le vœu d'une trêve sociale, mais il n'a pas la recette en fait pour mettre en place cette trêve sociale-là. Et je crois qu'il faut qu'il trouve la bonne recette pour discuter avec les syndicats afin de trouver une trêve formelle. Et le pays en a besoin réellement à ce moment-là. Merci. Merci à tous d'être passés dans le 7 Info ce soir. Ça sera tout pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur la chaîne Au Cœur de nos défis. Bonsoir.